Hello, hello, hello et bienvenue dans cette troisième session en route vers le sommet. Aujourd'hui, bah, on est justement sur cette troisième session en route vers le sommet, manager en mission édition 4 sur le thème les clés du management d'une organisation, comment optimiser vos ressources et maximiser vos résultats. Alors, comme vous le savez déjà, cette édition est co-organisée avec Gamma Consulting et la plateforme des femmes politiques Océan Indien et Comores et Vie Extraordinary, bien sûr. Je suis Marie-Claire Ibalé, je serai votre hôte cette après-midi ou cette soirée. Et je serai avec Siti Changama, qui est la représentante de Gamma Consulting, avec qui justement je vais animer ces échanges que nous allons avoir avec nos invités spéciaux. Et bien évidemment, nous sommes très, très, très ravis de vous retrouver aujourd'hui. S'il vous plaît, dites-nous où vous vous trouvez, qui vous êtes et pourquoi cette édition 4 du Sommet Manager en Mission a attiré votre attention. Vous pouvez le mettre dans le chat, en commentaire, partout où vous nous regarderez, en direct ou en différé. Bonjour, Siti. Bonjour Marie-Claire, bonjour, Allô? bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ravie d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir pour moi de pouvoir, encore une fois, il y a 15 jours, on s'est déjà éclaté avec certains des speakers. Et aujourd'hui, on vous présente une belle brochette encore. Vous allez voir, c'est vraiment du lourd. Merci Marie-Claire, c'est un plaisir de co-organiser cet événement avec Be Extraordinary qui a battu un travail incroyable déjà depuis plusieurs années parce qu'on est sur la 4e édition cette année. Et c'est un plaisir pour les îles Comores d'accueillir cet événement et d'accueillir les personnes fabuleuses que vous allez voir tous les 15 jours, mais j'espère en présentiel et en distanciel le jour J, pour pouvoir apprendre, attendez, je vais mettre à gauche, les clés du management d'une organisation. Alors, comme vous le savez, pour deux premiers lives, les deux premières rencontres en route vers le sommet, nous avons posé les fondations organisationnelles, puis exploré l'efficacité et la gouvernance avec Elodie Gambi-Page, Myriam Tolène, Fabienne Wiltort et Maria Abassé-Sidibé. Aujourd'hui, nous allons passer à l'action et parler de comment penser et implémenter des stratégies d'impact et de croissance. Et notre conversation aujourd'hui va tourner autour de, comme vous le savez déjà, on va faire connaissance, ensuite on entrera droit dans le sujet et enfin on échangera ensemble sur les questions que vous avez sur la thématique du jour et surtout vos questions pour nos intervenants. Et pour cette conversation, justement, nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir Arthur Ipassa, qui est notre expert en gestion de projet à impact du jour et du sommet. Jocelyne Gassam, qui va être notre spécialiste en stratégie commerciale. Donc, tout ce qui est marketing, vente, c'est elle l'experte. Et nous avons Nathalie Victorin, notre experte en conduite du changement ici, même si elle a beaucoup d'autres casquettes comme la plupart des personnes ici. Je vous donne la parole pour vous présenter vous-même en vos propres mots, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites surtout, et pourquoi vous avez dit oui à cette 4e édition du Sommet Manager en Mission. Et nous reviendrons sur les thématiques après, pas besoin d'entrer dans ce détail-là pour l'instant. Marie-Claire, moi je Les femmes propose qu'on d'abord ou les commence hommes par, d'abord? par Arthur, hein, parce que les femmes d'abord, mais on est dans la masculinité positive. Donc, Arthur, lance-toi, on est là, on t'écoute, et puis ça va nous permettre aussi de faire mieux, comme ça on va bien capitaliser sur ce que tu as dit. Masculinité positive. OK. C'est bon, c'est bien d'entendre ça. En tout cas, merci Marie-Claire, merci Siti, merci Myriam, Nathalie, merci de m'avoir là, merci Jocelyne, et bienvenue à tous ceux qui sont là. Euh,
enfin, je ne vais pas me présenter longuement. Moi, j'ai une devise que je suis depuis que j'ai découvert les projets. Euh, c'est de dire qu'une vision, une idée, finalement, ce n'est que de l'hallucination, finalement, si on n'arrive pas à l'exécuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez rêver, vous pouvez avoir de beaux rêves et tout. Si vous n'arrivez pas à l'exécuter, ça ne sert à rien. Et cette vision-là m'accompagne, en fait, finalement, dans toute ma vie. C'est-à-dire que je suis un rêveur de base, en fait. Mais une fois que j'ai découvert ça, j'ai compris que si j'apprenais pas à exécuter certaines choses, si j'apprenais pas à mettre en place mes idées, finalement, j'irais nulle part. Et donc, sorti d'école d'ingénieur, euh, je me suis orienté vers le projet. Euh, et j'ai fait pas mal de projets, d'autres choses, mais j'ai fait pas mal de projets. Et donc, je vais résumer ma présentation autour de ça. J'adore travailler avec différentes compétences de l'entreprise. J'adore me dire que toutes ces compétences-là qui forment une entreprise sont finalement un puzzle et que ce puzzle-là, chaque personne a sa place. Que ce soit le manager, que ce soit le technicien. Moi, je travaille avec des techniciens, même si j'étais ingénieur. J'ai fait des stages où j'étais justement technicien. J'ai fait des boulots où j'étais serveur. Donc, en fait, j'ai tout fait. Et on se rend bien compte que tout ça, c'est imbriqué. Et à part le CEO, la personne qui a vraiment la vision transverse, c'est la personne qui fait du projet. Euh, et donc, j'ai fait ça toute ma vie. Et là, je suis devant vous et je vais vous parler encore de projet. Et j'ai choisi de parler de projet parce que je sais qu'on on a tendance à voir le projet comme une vision très opérationnelle ou très procédurière. Alors que moi, je vois en les projets une capacité de l'entreprise à pouvoir passer des paliers. Et voilà quoi. Donc, d'origine camerounaise, j'ai grandi au Cameroun. Je suis maintenant en France depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé dans plusieurs pays aussi, notamment en Angola, au UK, aux Émirats et aussi à Houston et en Europe. Donc, je travaillais dans l'industrie du pétrole, donc je voyageais beaucoup. Et aujourd'hui, je suis à mon compte. Donc, j'ai créé mon entreprise et un des pans de mon activité, c'est de justement, j'accompagne les grosses entreprises sur leurs gros projets très complexes, euh, sur des projets de transformation. Et j'accompagne les PME sur des dispositifs de performance. Comment faire croître l'entreprise, comment s'assurer qu'on croît sainement tout en restant rentable. Donc voilà, j'ai un peu trop parlé, mais je m'arrête là et on pourra discuter de ce sujet plus tard. Merci beaucoup, Jocelyne, Nathalie. Je prends le relais. Bonsoir à Bonsoir à tous. tous. J'ai de gros soucis de connexion. Je ne sais même pas si je suis entendue. Ah On oui, t'entend. c'est on t'entend, super. J'entends bien, Jocelyne. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Je suis Jocelyne Ngassam. Je suis experte commerciale internationale, également formatrice en management agile. J'ai quelques 23 années d'expérience dans le domaine aussi divers que la distribution, le marketing, le trade marketing, le commercial, le négoce, dans des industries aussi variées que les fintech, les brassicoles, les télécoms, euh, quoi d'autre, l'import-export, etc. Et depuis 3 années, j'ai un cabinet conseil en management et stratégie qui s'appelle G-Brain Consulting, qui accompagne les petites, moyennes et grandes entreprises et quelques particuliers, notamment des chefs d'entreprise, ou des cadres managers qui ont besoin de capacités managériales. C'est un grand plaisir que je participe au cerveau clé en ce qui me concerne, gagner des initiatives aussi magnifiques. Donc, c'est avec grand honneur que je suis là aujourd'hui pour ce live et on va découvrir davantage en échangeant au fur et à mesure durant cette heure qui a déjà commencé. Merci. Merci, Jocelyne. Nathalie? Merci, ma chère Jocelyne, magnifique. Je suis contente d'être avec vous ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir
Tous ceux qui sont aussi voilà, à la maison, qui après une belle journée de travail nous rejoignent. Donc, je suis Nathalie Victorin, donc je suis coach professionnelle. J'accompagne au quotidien des talents et des organisations sur leur chemin de transformation avec différentes casquettes, que ce soit en étant consultante RH, que ce soit en tant que facilitatrice lorsque je fais du coaching d'équipe, ou bien de l'executive coaching quand j'accompagne directement le leader dans sa manière d'accompagner le changement. Puis de temps en temps, je mets la casquette de formatrice, parce que voilà, avec tout ce savoir accumulé, il faut bien le transmettre de manière peut-être efficiente, de manière à ce que d'autres personnes puissent à leur tour utiliser mes postures pour pouvoir accompagner l'humain dans tous ces chemins. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Dans mon parcours, j'ai un parcours psycho du travail des organisations, puis ensuite gestion d'entreprise, et puis je me suis formée à plein de domaines parce que je suis très curieuse et que l'humain, il est tellement riche qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc là, je suis hyper contente de vous apporter un petit peu mes tips, mon regard avec la posture plutôt consultante, accompagnatrice, pour vous transmettre un maximum de savoir et toujours apprendre des uns et des autres. Moi, je suis toujours fascinée d'écouter les autres consultants parce que ils ont une richesse de parcours. Ils ont une humilité dans leur manière de les raconter qui est extraordinaire et franchement, c'est priceless. Ça n'a pas de prix d'être là avec vous ce soir parce que c'est hyper enrichissant. Et on a tous des parcours où on a des parcours très opérationnels. Donc, on donne aux managers des tips, des choses qu'on a vécues au quotidien. Donc, franchement, ouvrez grand les oreilles et appréciez comme moi ce moment parce que c'est juste magnifique. J'adore. Merci Nathalie. Alors, nous avons également avec nous dans la salle deux autres intervenants. Myriam, que vous avez déjà dû voir plusieurs fois. Myriam, un mot? Oui, bonsoir à tous. Donc, Myriam Tolène. Donc, moi, je suis consultante en RH et organisation et je dirais que ma devise, c'est parier sur l'humain pour toucher le ciel. Donc, mon but, c'est d'accompagner des petites entreprises, moyennes ou grandes entreprises ou aussi des dirigeants dans la valorisation du capital humain. Je suis très centrée sur l'humain. Voilà. Et je suis vraiment hyper contente de participer encore à c'est ma deuxième participation et vraiment c'est une expérience à vivre, je dirais, autant je pense en tant que participant déjà, c'est très important, mais même en tant que speaker, voilà, c'est très enrichissant humainement de voilà échanger. On rencontre de belles personnes très riches en expérience, comme le disait Nathalie. Donc, encore merci pour la confiance, hein, Siti et Marie-Claire. Et puis, au plaisir d'échanger tout de suite et par la suite au moment du sommet avec vous tous. Merci Myriam. Alors, nous avons également une personne avec nous que vous n'avez certainement pas encore vue dans notre publication parce que cette personne vient de nous rejoindre. C'est notre expert en sécurité et durabilité financière pour les organisations, mais aussi pour les individus. C'est Yves-Alain Sequet que vous aurez l'opportunité de découvrir lors de prochains lives. Yves, un mot pour nos participants? Bonjour à tous. J'ai mis la caméra pour ne pas, pour rassurer tout le monde, on va dire. Alors, je suis content d'être là. Je crois qu'il faudrait que je me présente, c'est ça? Oui, une petite présentation et un bonjour, c'est tout. Ok. Alors, je suis Yves Alain Sequet. Je suis consultant expert en management financier, euh, fondateur du cabinet CFP, qui est un cabinet de conseil en management financier, formateur Commonwealth, parfois dans des programmes chef de pôle recherche-financement, que ce soit le PNUD, que ce soit d'autres programmes chargés d'accompagnement pour des incubateurs. Donc, la liste est très longue. Auteur sur tout ce qui est management et management financier, même si mes tout premiers livres, c'est des recueils de poèmes. Donc, je suis content d'être là et puis je sais que je vais beaucoup apprendre et j'ai hâte, on va dire. Merci. Merci Yves. Alors, pour les personnes qui sont avec nous, nous avons Bertrand, nous avons Pierrot, Raoul, qui fait partie de l'équipe et que vous aurez l'opportunité de découvrir lors d'un prochain live. Rachel, Willy, Fatima Tou, vous pouvez Songalo Yao,
vous pouvez nous écrire dans le chat et nous dire où vous êtes, qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes intéressé au sommet manager en mission. Et sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet du pourquoi nous sommes tous là. Et nous allons commencer par Jocelyne. Jocelyne, tu ouvriras justement cette troisième journée du sommet manager en mission édition 4 avec la thématique l'art de designer et implémenter des stratégies commerciales impactantes. Pourquoi savoir choisir les composantes d'une stratégie commerciale est essentiel pour une organisation? Alors, avant toute chose, je pense que c'est important de connaître ce qu'on appelle une stratégie. Vraiment. Et comme vous savez, j'aime le français facile. La stratégie, c'est quoi? Alors, les hommes vont mieux me comprendre. Vous rencontrez une femme que vous voulez conquérir. Vous ne pouvez pas juste vous lever et foncer vers elle. Vous voyez? Le problème, c'est la conquérir. Mais l'approche pour y arriver et ne pas vous prendre une claque, c'est la stratégie. Vous avez vu le truc ou pas? Je sais que Arthur a déjà compris. Donc, c'est ça la stratégie. C'est comment faire pour arriver à vos fins de la façon la plus pragmatique, adéquate possible. Donc, du coup, quand vous avez cette définition assez simpliste de la stratégie en tête, vous comprenez vous-même qu'il faut une bonne évaluation du problème. D'abord, est-ce que le problème, c'est juste connaître la fille pour une semaine? Ça dépend, c'est vous qui décidez. Est-ce que c'est la connaître à vie? Est-ce que, voilà, identifier clairement le problème est capital, par exemple, pour pouvoir l'adresser. Ensuite, la stratégie vous permettra de mettre en place une série de planification, de prévision, d'anticipation, de méthodologie et de jauger de leurs diverses pertinences, des bons dosages pour pouvoir solutionner ce problème. Et enfin, il faut être figé sur l'objectif à atteindre. La solution doit pouvoir vous aider à atteindre ces objectifs. Donc, rien qu'avec ces trois éléments, vous voyez que le choix des composantes de votre stratégie doit être extrêmement méticuleuse pour ne pas vous planter dans ce qu'on a situé au départ comme étant la résolution de ce problème. Voilà. Merci Jocelyne, c'est très intéressant ce que tu viens de nous dire. Alors moi, j'aimerais bien te poser une question. Quelles sont les erreurs courantes à éviter pour l'implémentation d'une stratégie commerciale, du coup, maintenant qu'on vient de comprendre tout ça? Alors, il y en a plein. Vraiment, il y a plein d'erreurs. On va parler de trois. Vraiment, allons sur trois qui, pour moi, sont celles qui me touchent particulièrement. Dans la présentation, j'ai signalé que j'avais un certain bagage. Et ces trois erreurs clés, pour moi, je les ai identifiées comme les plus courantes avec un très fort impact. La sévérité des manquements, de la pertinence de ces choix-là peut être très désastreux pour l'implémentation de la stratégie. Je vais parler de trois choses. La première chose, c'est l'humain. OK? Et je sais que Myriam sait à quel point l'humain me tient à cœur. La première chose, c'est l'humain. La deuxième, c'est ce qui est très courant aujourd'hui, c'est être flou, être vague, faire les stratégies à la Nelson Mandela. Ouais, les trucs là, un peu, hein? Voilà. C'est une erreur aussi très courante. Et la troisième erreur, c'est ignorer le marché. Alors, je vais décortiquer rapidement. L'humain, c'est quand on s'assoit, on fait une jolie stratégie, on oublie de décliner ce que cela suppose d'un point de vue ressources. On est concentré sur le produit, les infrastructures, les finances. Quand on a eu un monsieur Sequet, par exemple, on a le financement, on est bon, quoi, on est confortable, on a le marketing, on a les bons visuels. Qui va mettre ça en place, en fait? L'humain, il est où? À quel moment vous pensez qu'il doit intervenir à la fin de la réflexion? Donc, grosse erreur. Grosse erreur, il faut l'embarquer dès le départ. L'humain. Le deuxième truc, c'est être vague. Comme je disais tout à l'heure, faire les stratégies à la Nelson Mandela, à la Martin Luther King, I have a dream. Non, la stratégie n'est pas censée être floue. Dès qu'une stratégie est floue, dès qu'elle n'est pas claire, vous êtes sûr que personne ne va l'implémenter. Les gars vont faire semblant de vous suivre, mais quand vous allez vous retourner, vous serez seul sur le navire
tout le monde aura sauté à l'eau sur la première chaloupe qui pourra les ramener, hein, au rivage. Donc, c'est très important de vraiment être précis, concis. Et c'est un peu une déformation, enfin, déformation, c'est un gros mot, mais c'est ce que j'encourage les entreprises à faire, c'est aller dans le détail. Non, et en fait, quand tu veux poser une question, on te dit, tu sais, c'est la stratégie, c'est un peu, tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas un certain niveau. Non, la stratégie est censée être claire. Si ce n'est pas clair, ce n'est pas une stratégie. Ça, c'est les rêves. I have a dream, Martin Luther King. Il faut aller faire ça aux États-Unis. Alors, le troisième point, c'est ignorer le marché. Alors, les entreprises, elles sont trop championnes pour ça. Elles se disent, oh, j'aime bien telle approche, j'aime bien telle finalité, j'aime bien tel objectif. Non, aucune entreprise n'ouvre pour le propriétaire. Aucune entreprise n'ouvre pour les employés. Toutes les entreprises ouvrent pour la cible. Et qui est la cible? C'est le consommateur final. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend? Si l'entreprise ne fait pas une stratégie qui est adossée à la satisfaction, rappelez-vous, du problème. Le problème qui émet, c'est le consommateur final. Si la stratégie n'est pas adossée à la résolution de son problème, alors que vous êtes là pour implémenter les belles idées de quelqu'un ou ce qu'il souhaite, c'est mort d'avance. Donc, il y a plein de choses qui pourraient vous induire en erreur, mais ces trois sont tellement récurrentes aujourd'hui, peu importe la taille de l'entreprise, mais tellement récurrentes qu'il faut absolument que ça s'arrête. Merci Voilà. beaucoup, Jocelyne. Merci pour la puissance des réponses que tu as données à cette question. Je pense que là, on a eu beaucoup de plus-value, beaucoup d'informations et franchement, on a trop hâte. Je ne dis pas parce que je sais que les autres pensent la même chose que moi. On a trop hâte de te voir sur le terrain, aux Comores et en ligne. Donc, ceux qui seront en ligne, n'hésitez pas à prendre vos billets en ligne pour pouvoir participer au sommet. Et ceux qui seront en présentiel aux Comores, franchement, on a une chance de pouvoir t'avoir. Merci, Jocelyne. Je vais poser une question du coup à Arthur. Alors, Arthur, dans le sommet, tu vas aborder la question de maximiser l'impact de vos projets pour améliorer la performance de l'entreprise. Comment est-ce que toi, tu définis un projet à fort impact pour une organisation? Merci pour la question. Passer après déjà Jocelyne, là, c'est un peu dur, hein. Je suis d'accord avec toi, hein. Il va falloir mettre un peu de Bon, punch. on va essayer. Je pense que euh, j'aime bien ce que Jocelyne a dit. Vous voyez, elle a parlé d'objectifs, elle a parlé du client ou du consommateur final. Euh, Elle a parlé de choses ou de stratégies qu'il faut qu'elles soient claires. Et finalement, enfin, tous ces éléments-là, ça revient en fait à ce qu'on appelle impact. En fait, c'est que au final, les projets, c'est une succession d'actions et une coordination de personnes qui sont en train de travailler vers un objectif. Mais l'impact en lui-même, c'est, quand on veut mesurer un impact, c'est les retombées de ces objectifs-là à moyen et à long terme. C'est ça la différence entre des personnes qui font des projets parce qu'elles ont appris à faire un planning. Donc, le planning, c'est on dit demain, je vais faire ça. Après-demain, on va faire ça. Après-demain, on va faire ça. À la fin, on aura, supposons, notre produit ou on aura notre service. On est content. Ben ça, c'est un objectif qu'on atteint. Ben, l'impact, ça sera, ce service-là que je sors. Et si je reviens, je recolle à ce que Jocelyne a dit, je sors ce produit-là. Quand je vais sur le marché et que je présente à mon consommateur final, et lui, il dit, mais moi, ça ne me sert à rien ce que tu m'as sorti. Moi, j'ai besoin de boire de l'eau, et toi, tu me ramènes, je ne sais pas moi, un crayon, par exemple. Ben là, l'impact, même si le projet en lui-même a été efficace, a été un objectif atteint, l'impact, il est négatif. C'est ça, en fait, quand on parle d'impact. Et donc, un fort impact, c'est de prendre une organisation dans son ensemble, de se dire qu'une organisation, c'est pas que l'argent, c'est aussi peut-être les humains, comme Jocelyne a évoqué. C'est aussi peut-être la politique RSE. C'est aussi peut-être juste l'image qu'on veut redorer. Ben, tout ça, c'est se dire ce projet-là, quelles sont ces retombées de l'objectif de ce projet à moyen et à long terme sur ces différents éléments.
C'est ça l'impact. Très, très, très intéressant. Merci beaucoup. Alors, du coup, quels sont les critères clés pour évaluer l'impact d'un projet sur la performance? Mais je pense que c'est comme on dit, hein, je reviens encore, ça m'a fait rire en fait quand il parlait de stratégie de Nelson Mandela. Parce que je vais revenir à ça, parce qu'en fait, au final, je pense que les critères, on va pas se mentir, il n'y a pas un canevas qui va vous dire que pour tous les projets, il y a des critères. Donc, il y a des critères qu'on connaît, financiers, tout ça, mais ce n'est pas ça qui définit un impact. Ça définit des objectifs. Pour l'impact, le vrai critère que je définis toujours, c'est en amont du projet. C'est là qu'on va les définir en ayant bien structuré, fait la charte de son projet, de se dire, ce projet-là, pourquoi je le fais? C'est quoi sa raison d'être? C'est quoi le besoin que je veux remplir? Voilà. Et c'est sur ces critères-là qu'on va adosser nos indicateurs pour pouvoir mesurer l'impact. Donc, je ne peux pas vous donner une liste, il y a une liste, voilà, mais vous repartez au début et vous dites pourquoi je fais ce projet. Qu'est-ce que je veux atteindre à terme? Est-ce que c'est la RSE? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est? Une fois que l'on a ça, en fait, la question des indicateurs découle naturellement. Donc, le vrai travail à faire quand on parle d'impact, et on dit souvent, dès le départ, qu'est-ce qu'on dit? On dit avoir la fin en tête. Bon, ça revient à ça, en fait. C'est avoir. Donc, au début du projet, vous devez déjà avoir la fin en tête. Pourquoi je fais ce projet? Qu'est-ce que je veux quand même? Une fois que vous avez ça, la question est très vite répondue. Vous n'avez même plus à réfléchir. Vous savez déjà quels sont les indicateurs que vous allez mettre sur le projet. On a du lourd là, hein. Merci beaucoup Arthur, c'est très très clair et ça donne vraiment envie de rentrer dans le détail et mieux comprendre toutes les étapes et toutes les méthodes, tous les outils qui sont tout autour du coup de cette notion. Ok, on va challenger Nathalie là, hein. J'y vais, Marie-Claire, ou tu veux reprendre la main? Moi, je veux bien challenger la Nathalie, Victorin. Vas-y. Nathalie Victorin, qui a déjà eu un impact aux Comores parce qu'elle a déjà formé des Comoriens, notamment des femmes politiques de haut niveau sur des compétences, notamment. Elle va vous en parler avant de répondre à ma question. Mais pendant le sommet, pour rester sur le sommet qui sera du 24 au 28 février en 2025 en présentiel avec tous les experts du coup qu'on vous présente tous les 15 jours, Nathalie va nous parler de transformer avec succès. Comment devenir un bon pilote du changement? Nathalie, s'il te plaît. D'abord, je voudrais que tu te la racontes un peu et tu nous expliques quelle formation tu as déjà fait ici, avec quel type de femme. Et ensuite, que tu répondes à une question qui est, est-ce que tu peux nous apporter quelques éclaircissements sur les qualités essentielles d'un bon pilote du changement? Alors, je vais dire, je vais me la péter pour justement après dire qu'il ne faut pas se la péter. Parce que, qualité numéro 1, l'humilité. Ok, bon. Alors, sachez que je viens de former des milliers. Non, c'est vrai que, grosso modo, j'ai vraiment ce plaisir et c'est Siti, ma chérie, t'es un ange tombé du ciel pour moi, de me donner des opportunités de pouvoir accompagner avec mes connaissances des personnes juste exceptionnelles. On a accompagné les femmes de la Proicom, les femmes politiques, des femmes qui occupent des postes extrêmement importants, qui ont été ministres, qui vont justement qui sont candidates pour les prochaines élections, qui ont un impact, mais qui dépasse l'entendement en fait sur leur territoire et dans le rayonnement en Afrique. Et donc j'ai fait une intervention sur la gouvernance. Et donc cette gouvernance très très pratico-pratique, où justement on a posé une vision à la base à la Nelson Mandela. Mandela, c'est pour ça, I have dream. Un rêve que les femmes comoriennes puissent être pleinement présentes à toutes les échelles de la société pour qu'elles puissent transformer cette société et faire en sorte qu'elle puisse évoluer grâce à la présence féminine qui soit équitable avec l'homme. Et à les accompagner sur la gouvernance, ça a été un vrai plaisir parce qu'on a parlé de la pyramide de Diels et comment justement, à travers ces différentes strates, on peut penser une stratégie,
la mettre en œuvre en étant complètement aligné entre la vision, les valeurs, l'identité, ces croyances qu'on va avoir, le comportement, les capacités et l'environnement qu'on va créer pour qu'il puisse être propice à cette croissance du pays. Donc, ça a été vraiment une très belle formation. J'aurais aimé avoir plus de temps pour leur expliquer plein de choses, mais là, déjà, on voit déjà des transformations et du changement grâce à cette formation. Donc, ça a été vraiment un grand plaisir. Donc voilà, ça c'était vraiment le petit moment action concrète aux Comores. Et alors, par rapport aux qualités du pilote, alors moi je me suis permise, hein, j'ai remasterisé tout le truc. À la base, l'intervention, c'était sur la conduite du changement et la gestion de risque. Et moi, j'aime bien challenger. Moi, je viens de la psycho du travail. Les mots sont importants pour nous en psycho. Et conduire un changement, alors quelque chose de complètement abstrait. La conduite, on imagine qu'on va à point A et on va chez Auchan. C'est simple, alors que c'est pas vrai du tout. Nous qui accompagnons les humains au quotidien et les organisations, nous savons ô combien à quel point c'est complexe comme organisation. Et quand une organisation elle est complexe, on ne conduit pas, on pilote. Donc voilà pourquoi je parle de pilote du changement. Et j'aime bien donner cet exemple. C'est une anecdote, mais vous allez la retenir à vie. C'est l'histoire d'un groupe qui était en all-inclusive dans un hôtel et pendant toute la nuit, ils ont bu des verres avec un homme au bar et ils sont rentrés, mais ils étaient torchés. Le lendemain, ils rentrent, donc ils sont à l'aéroport et ils voient le pilote avec les hôtesses qui vont préparer leur vol. Et ils se rendent compte que le pilote de l'avion n'est d'autre que celui qui est en train de boire des verres toute la nuit avec eux. Et il n'était pas sans alcool. Ils ont donc refusé de prendre le vol. Alors pour vous dire, quelles sont les bonnes qualités d'un pilote d'être en bonne santé pour mener à bien 300 passagers? Oui, c'est une évidence. On se dit qu'un chauffeur, il doit pouvoir avoir une bonne santé physique, mentale, émotionnelle pour pouvoir mener à bien le vol. Pareil, malheureusement, le crash qu'il y a eu dans le sud de la France avec ces jeunes qui sont décédés, il y avait toute une colonie de vacances de jeunes espagnols. On a compris que le pilote, il avait des troubles dépressifs. Et donc, du coup, il n'a pas pu mener à bien. D'ailleurs, il a crashé le vol. Donc, pourquoi, en fait, pour des postes à haute responsabilité dans le transport, on va demander une santé physique, émotionnelle et mentale de faire à ces personnes, et pour gérer une entreprise et accompagner des humains, ce qu'il y a de plus fragile dans ce monde, on ne doit pas, en fait, être dans cette capacité à pouvoir être efficace. Donc, la qualité pour moi numéro 1 d'un bon pilote du changement, c'est effectivement l'humilité. Si ce pilote d'avion, il n'avait pas eu un ego démesuré en se disant « Oh, je gère », et qu'il avait vraiment pu être maître de lui-même en se disant que chaque vol, c'est comme si c'était un nouveau vol. Que chaque fois où je vais prendre mon poste, c'est comme si ça allait être nouveau parce que les personnes que je vais rencontrer, elles sont nouvelles. J'ai de l'expérience, c'est vrai. Ça peut me donner la confiance, mais juste la confiance minimale pour pouvoir voir tout avec un regard de débutant et pouvoir vraiment gérer correctement les équipes et l'organisation. Donc, qualité numéro 1, l'humilité. Après, il y a plein d'autres qualités, hein, mais on fera le tour après. Merci beaucoup, Nathalie. Franchement, top. Excellent. On a eu beaucoup d'informations. Bon, tu nous as un peu déprimés avec ton histoire de crash et de jeunes qui sont morts, mais on accepte que c'était un exemple très concret et qui nous a permis de bien comprendre ce que tu étais en train d'expliquer. Super. Moi, j'aimerais bien te challenger avec une deuxième question et donner un peu plus d'informations et de visibilité, de lisibilité aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Quelles sont les résistances que l'on peut rencontrer lors de la mise en œuvre d'un changement et qui peuvent altérer la réussite? Super. Alors, comme vous l'aurez compris, un changement, une organisation, ce sont avant tout des personnes que l'on accompagne. Et donc, du coup, Jocelyne en a parlé très bien. Elle a dit l'humain avant tout. Arthur, pareil, on est tous alignés. C'est l'humain qui est central. Myriam l'a dit. Donc, vraiment, le capital humain. Donc, quand on se dit qu'on va accompagner le changement, en réalité, on accompagne des personnes dans leur rapport au changement pour qu'elles puissent faire évoluer un projet et avancer. On les accompagne de A à B, en veillant à les accompagner en tant que personnes dans ce qu'elles ressentent par rapport au changement. Et donc, dans la conduite du changement, numéro 1, résistance numéro 1, c'est celle des humains qui ne sont pas prêts à bouger.
On va tout de suite penser à ces personnes qui vont être réfractaires en disant, voilà, elles vont être des fois dans la révolte, hors de question, nous, on n'y va pas, il y a un no-go, on est épuisé, ça fait 2, 3, 4 heures qu'on s'est tapé d'affilée, là, on ne veut plus. Stop. Donc, on va avoir ces personnes-là qui vont être dans la résistance la plus pure, expression de la colère, du mécontentement. On va même avoir des personnes qui vont aller jusqu'au sabotage de la stratégie. Ils sont capables de vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas changer. Mais souvent, on oublie les autres. La voix critique. Des personnes qui vont émettre des critiques, mais très très fines sur où vous voulez aller, le plan, les objectifs. Est-ce que vous êtes vraiment aligné avec les objectifs de la mission, les objectifs des collaborateurs? Et ces voix critiques-là, moi, je les trouve extrêmement importantes. Quand on a dans un groupe une personne qui arrive à formuler de manière très rationnelle des critiques très constructives pour le projet, au lieu de les voir comme des personnes réfractaires au changement, il faut les voir comme des futurs leaders du changement. Un peu comme dans la pyramide avec la stratégie de Disney. On va voir la voix critique qui, elle, va pouvoir apporter un regard plus réaliste à la voix du rêveur pour aller dans une production qui va être concrète. Et puis, il y en a d'autres personnes qu'on oublie beaucoup dans le changement et qui font partie de la résistance. Ce sont les personnes qui sont inertes. Celles qui vont dire ni oui, ni non, qui ne vont pas réellement se positionner, qui sont là et disent, OK, on va attendre que la vague arrive. Mais attendre que la vague arrive, ça veut dire que je ne me prépare pas. Ça veut dire que je vais subir le changement et donc du coup en payer les conséquences. Et s'il faut que je surfe avec ce changement-là qui va arriver, dans ce cas-là, ça va me prendre beaucoup plus d'énergie parce que je ne me serai pas préparée. Donc tous ces profils de personnalité-là, c'est important de les accompagner, de les prendre en compte pour pouvoir embarquer l'équipe dans la méthode de changement et pour ensuite développer la stratégie au fur et à mesure. Tout cela, on parle des personnes, mais après, il y a une culture aussi derrière tout cela. Et est-ce que la culture de l'entreprise est pro-changement? Est-ce qu'on est dans une entreprise qui est tout le temps dans l'innovation? On est un petit peu habitué à ces changements-là. Mais quand on est dans une structure où le changement est plutôt rare ou considéré comme rare, dans ce cas-là aussi, on peut avoir aussi une résistance qui va être dans l'infrastructure même, des process qui vont être longs et qui ne permettent pas au changement de s'établir, de s'installer correctement. J'ai essayé de faire un peu court, parce que sinon je pourrais parler pendant C'était très clair, une heure, franchement, je c'était crois. parfait. Merci beaucoup, Nathalie, c'était parfait. Je voudrais profiter que tu parles du changement pour parler d'un changement significatif que nous avons du coup avoir. On a fait un pivot, pour ceux qui l'ont déjà remarqué et qui nous suivent. En fait, on communique depuis déjà plusieurs mois sur le sommet des managers qui était prévu en fin janvier 2025. Comme vous pouvez voir derrière moi, hein, nous avons pivoté, pour ceux et celles qui ne savent pas encore, afin de nous adapter au calendrier électoral qui a été publié dernièrement aux Comores. Le sommet des managers en mission édition 4 se tiendra du 24 au 28 février 2024 et non pas en fin janvier comme c'était initialement prévu pour éviter qu'il y ait des problématiques parce qu'on tombait en fin janvier entre le premier tour et le deuxième tour et c'était beaucoup plus compliqué du coup pour vous qui allez participer, comme pour nous qui organisons, de pouvoir avoir le plus beau des sommets. Donc, ça permettra à ceux qui sont sur place de pouvoir y prendre part à 100%. Inscrivez-vous via le lien dans le chat. Marie-Claire, tu nous mets le lien dans le chat? Merci, tu déchires, franchement. Vous avez vu comme on est bien synchro et organisé, alors imaginez sur le terrain. Et pour ceux et celles qui seront à distance, en vous inscrivant maintenant, vous pouvez encore bénéficier d'une réduction de 50%. Donc, allez-y parce que ça ne va pas être pendant très, très longtemps, cette réduction. Mais pour l'instant, elle est disponible. Merci beaucoup à vous trois. Attendez, je vais envoyer des cœurs parce que je suis trop, trop contente. Franchement, on a eu aujourd'hui un panel d'experts qui est vraiment excellent. On sent le dynamisme, on sent aussi l'expertise et on sent l'envie de partager et de donner, et pas juste pour être sur des photos, mais apporter une plus-value et partager des tips, des conseils, des méthodes, des outils qui vont permettre aux gens de pouvoir avancer. Donc, ce que je propose peut-être, c'est qu'on essaye de voir dans la salle. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Claire? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Nous avons
Sungaelo, Bertrand, Pierrot, Raoul, Rachel, Saolitiana. Voilà, je l'ai dit. Oui, Rachel. Ah, ah. Alors, Rachel, on te donne la parole. Tu peux activer ton micro. Oui, bonsoir. Bonsoir à Bonsoir. tous. Bonsoir. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Et c'est vrai que ma question, c'est la première fois que j'assiste à vos interventions. Donc, du coup, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi exactement le sommet des managers en mission? Parce que j'ai vu et puis je me suis inscrite pour pouvoir participer au webinaire, un peu par curiosité. Surtout que ça faisait aussi référence au clés du management d'une organisation. Comme je suis présidente d'une organisation de la société civile et que je suis toujours en train de... Je travaille même sur des projets, donc du coup, je suis toujours en train de vouloir améliorer mes compétences en management pour aussi partager avec d'autres personnes, même dans ma localité. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrite pour pouvoir un peu comprendre c'est quoi exactement le sommet des managers en mission, c'est quoi en fait votre organisation, ça consiste en quoi le sommet qui va se passer du 24 au 28 mars. C'est ce que j'aimerais savoir. Merci bien. Merci Rachel pour la question. Moi, je vais laisser Marie-Claire répondre parce que c'est elle qui a sorti cette idée de sa tête là, qui a lancé la première édition, Alors, la deuxième édition, la troisième édition. Aujourd'hui, on est sur la quatrième édition. Mais je voulais juste faire une petite dédicace à Yannick parce que c'est beau, c'est belle communication. Là, vous voyez, ça donne envie aux gens comme Rachel. Je ne sais pas de quoi on parle. J'ai vu une belle communication avec marqué clé du management et je suis venue. Donc, dédicace à Yannick et puis Marie-Claire, je te laisse la parole. ouais, absolument. Dédicace bien méritée parce que depuis le début de ce projet, depuis la première édition, toutes les belles images qui attirent les regards des gens, c'est Yannick Mwangue qui les fait. Alors, le sommet manager à mission Rachel, c'est une, une initiative en fait que j'ai créée en 2021 et qui a eu sa première édition en 2022. C'est un rendez-vous en fait qu'on a voulu annuel. Peut-être qu'un jour il va devenir biannuel si j'ai de l'énergie. Mais c'est un rendez-vous qu'on a voulu annuel qui rassemble des managers, en fait, des dirigeants d'organisations, des managers d'équipes de tout domaine d'activité, en fait, que ce soit le privé, les OSC, donc les organisations de la société civile ou le public, qui rassemble en fait les gens autour d'une salle Zoom ou une salle physique pour échanger sur une thématique précise. On a choisi cette édition sur les clés du management d'une organisation. Et ensuite, au-delà de ça, donc, on a vu que c'est plusieurs clés, donc c'est plusieurs thématiques et chaque intervenant va apporter justement des clés liées à la thématique qu'il va aborder pour pouvoir permettre en fait aux managers et aux dirigeants d'entreprises qui sont venus participer à cette édition de pouvoir rentrer avec des outils, de pouvoir avoir ces outils et les implémenter, mais également passer du temps avec d'autres managers, d'autres dirigeants d'entreprises, apprendre ensemble, faire du partage d'expériences, faire grandir son réseau avec de nouvelles personnes qui peuvent justement nous aider dans notre activité, mais que nous aussi nous pouvons aider dans leur activité. C'est vraiment créer du lien tout en grandissant ensemble. Et ça, on a l'opportunité de le faire chaque année pendant 5 jours. Et cette année, bon, l'année prochaine, ce sera au Comores du 24 au 28 février 2025, comme tu l'as vu, dans l'optique justement d'offrir des clés du management d'une organisation qui vont être ensuite transposées au sein de nos organisations, implémentées pour nous permettre de construire à la fois des organisations qui sont performantes, mais aussi épanouissantes, où il fait bon vivre et qui atteignent leurs objectifs d'impact en dehors de l'organisation également. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif du sommet manager en mission. Il n'y a pas un autre objectif derrière et c'est ça qui nous rassemble chaque année.
Et toutes ces belles personnes acceptent de participer à cette initiative bénévolement pour pouvoir nous permettre de changer ensemble nos lieux de travail. Donc, voilà. Oui, Oui, Rachel. oui, merci beaucoup. C'est vraiment une très belle initiative, hein. Félicitations, vraiment. J'ai juste une préoccupation. Ça se passe comment? Quelles sont les conditions pour pouvoir prendre part au sommet du 24 aujourd'hui? À comment c'est? J'aimerais en savoir un peu plus. Alors, tu as deux options. Tu as la possibilité de participer en distanciel, en t'inscrivant sur le même lien et en choisissant l'option distancielle, ou alors de participer, de te rendre aux Comores, ce qui sera un bon voyage, et de pouvoir participer sur place et rencontrer physiquement toutes ces personnes. Actuellement, comme si tu le mentionnais, le prix pour le distanciel est en promo, une réduction de 50% pour permettre à toutes les personnes qui veulent participer, mais qui ne peuvent pas se rendre aux Comores, de pouvoir le récupérer avant que les salles ne se remplissent tout simplement. Et donc, si vous voulez aller aux Comores plus tôt, vous pouvez également prendre votre ticket. Ensuite, nous allons vous donner une lettre d'invitation en fonction de l'hôtel où vous choisissez de résider ou de l'hôtel avec lequel nous sommes en train de négocier les prix. Vous pouvez résider là-bas et nous vous enverrons une attestation de réservation d'hôtel tout simplement que l'hôtel va fournir, ce qui va vous permettre de prendre votre visa à l'arrivée, parce que le visa se prend à l'arrivée, pas au départ. Et donc, et puis vous pourrez être avec nous. Une autre question? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Je pense Merci que vous avez beaucoup. répondu à toutes mes préoccupations. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont... Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Arthur, Jocelyne et Nathalie? Plus un renchérissement, hein, et une contribution, OK. peut-être. Donc déjà, j'étais très, très content d'écouter Arthur et Jocelyne, même si ça a taclé dur à certains endroits. L'ambiance générale, honnêtement, c'est que de la joie, la joie, la joie. Donc, on apprécie être là, ça, c'est sûr. Alors, je voulais contribuer sur justement l'atteinte de la performance, où on a mis en évidence le caractère indispensable de l'humain et qui peut s'expliquer effectivement par le fait que atteindre, ou du moins être efficace, ne garantit pas forcément l'atteinte de la performance. Et je crois que c'était un peu dans ce sens que Arthur était, tout simplement parce que effectivement la performance est cette somme entre l'efficacité et l'efficience. Et du coup, quand on traite dans l'efficience, on se rend donc compte que c'est les résultats qu'on va atteindre par rapport aux ressources dont on dispose. J'adore cette phrase parce que c'est vraiment les ressources dont on dispose. Et par ressources, on entend les ressources matérielles, financières et humaines, en prenant en compte qu'au final, comme Jocelyne le mettait en avant, c'est les hommes qui vont mener la stratégie en question. Donc, pas les ressources espérées, pas les, comme on dit au pays ici, j'attends un agent là, les ressources dont on dispose. Vraiment, on fait avec ce qu'on a et c'est donc pour envoyer avec Arthur ce qui, au final, va créer cet impact. On a atteint cette performance au final avec quelles ressources? On va plus donc mettre en avant cette équipe-là ou ce projet-là qui a atteint un résultat avec beaucoup moins de ressources que le même projet avec, je sais pas, d'autres managers qui l'ont atteint avec des ressources beaucoup plus considérables. Donc, c'était ma petite contribution que je voulais apporter. Merci. Merci Yves. Alain? Alors, Rachel, tu as toujours la main levée. Tu avais une autre question? Merci. Quelqu'un d'autre avant qu'on ne passe à la conclusion, s'il n'y a pas d'autres questions?
Oui, moi j'ai une question, hein. C'est Pierrot Oh, depuis la RDT. bonjour Pierrot. Oui, bonjour et bonsoir. Bonsoir à toi. Alors, oui, comprenez, je suis au village, hein. Je suis au village où il n'y a pas OK. d'électricité. Donc, veuillez m'excuser, ma figure ne sera pas si claire. Je voulais m'adresser à madame qui a dit qu'elle est psychologue du travail et des organisations. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a présenté par rapport au changement, hein, comment les humains résistent au changement. Alors, juste une petite question, je voulais savoir, madame, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est possible vraiment de vivre dans une communauté où il n'y a pas de résistance des changements? Parce que ce que madame était en train de dire, c'est comme si on peut maîtriser les changements. Est-ce que l'homme peut être maîtrisé dans son changement ou dans sa résistance au changement? Voilà ce que j'allais poser à madame qui a parlé. Madame Merci, c'est tout ce que... Nathalie Victorin. Ah, merci beaucoup. Oui, Nathalie, effectivement. Ah oui, merci beaucoup parce que c'est une super question et en fait, effectivement, c'est pour ça, je pense qu'il faut pas être dans l'illusion de maîtrise. L'homme en lui-même ne maîtrise rien. On a l'illusion de maîtriser les choses. C'est comme on a l'impression qu'on peut gérer son temps. On gère pas son temps, on gère des activités. Mais notre temps de vie, demain, on n'est plus. Et donc, je pense que c'est ça, sortir de l'illusion qu'on peut maîtriser des personnes. Sortir de l'illusion que le changement en lui-même, on va pouvoir le capter comme quelque chose de physique et de mener où on veut exactement. Le fait d'avoir une vision concrète d'où on veut aller, c'est quelque chose qui nous permet de nous mettre en mouvement. Mais pour que vous puissiez réaliser exactement ce que vous aviez en tête au millimètre près, en ayant pris la totalité des facteurs en compte, là, j'ai presque envie de dire c'est divin. Ce n'est pas humain. Les humains, on les accompagne dans la manière de vivre le changement. Et chaque humain va vivre ce changement avec sa propre perception, avec son propre niveau d'énergie, avec ses propres compétences, ses propres habilités. Et ensemble, on va pouvoir construire, bâtir en fait ce qu'on veut voir évoluer. Mais c'est avant tout un chemin personnel et un chemin d'équipe. Mais si on imagine au départ qu'on va maîtriser en fait les facteurs en se disant, je fais la liste des risques, je vais faire la stratégie A, le plan B, le plan C, le plan alpha, gamma, bêta, etc. pour être sûr de pouvoir imaginer toutes les configurations possibles. Ben, du coup, si on passe trop de temps dans ça, on n'est pas en train de faire le changement. Et c'est en changeant les choses, en étant dans l'action qu'on va pouvoir réadapter au fur et à mesure sa stratégie, qu'on va pouvoir au fur et à mesure adapter son comportement, qu'on va pouvoir prendre en compte le comportement des membres de l'équipe pour pouvoir avancer ensemble. Donc il y a vraiment une dimension très psychologique, effectivement, dans l'accompagnement du changement et l'accompagnement des personnes dans cette évolution. Est-ce que c'est suffisamment clair? Justement, ça donne trop de lumière. Ça donne trop de lumière. Alors, ma toute dernière, pas vraiment question, c'est une sous-question à la première question. Est-ce qu'au fini, je ne peux pas se dire j'ai échoué et je lâche? Est-ce qu'il n'est pas permis à une personne, à un accompagnateur de changement de se dire j'ai échoué, la situation n'est pas propice et je lâche? Et ce n'est pas permis pour quelqu'un qui accompagne les changements de donner, hein, d'être dans le défaitisme. Ce n'est pas permis. Voilà ma toute dernière question. Ah, venez animer avec moi. Il faut venir, non? Alors, je vais dire un chiffre qui choque un peu, mais dans les projets de transformation, ça vient souvent du domaine de l'informatique et de la technologie. Et maintenant, on est en train de voir dans d'autres domaines de l'entreprise. Plus de 70% des projets qui démarrent échouent. Donc, comme ça, au moins, c'est posé.
Donc, si vous êtes dans les 30% de réussite, waouh! Mais vous avez plus de chances de manière statistique d'aller vers l'échec. Mais c'est OK. Parce que aller vers l'échec, un changement, c'est tellement global. C'est une succession de plein d'objectifs. Vous avez eu plein de petits succès. Mais globalement, vous n'êtes pas arrivé à l'objectif que vous étiez atteint, que vous aviez imaginé atteindre. Donc, vous le considérez comme un échec. Bah, dans la vie, c'est la même chose. On voudrait avoir, en fait, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, 100 000 dollars. On est arrivé à 50 000. Est-ce que c'est un échec? J'étais à zéro, j'ai 50 000. It's okay. Par contre, peut-être qu'il me faudra plus de temps pour arriver aux 100 000 dollars. C'est OK. J'apprends. Je pense que c'est ça aussi, être des managers, c'est être des apprenants en continu. Et de se dire, OK, j'ai fait cette stratégie, ça a plus ou moins fonctionné. Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Et puis après, il y a aussi les opportunités du marché. Nous, en startup, on parle souvent de time to market. Vous pouvez avoir la meilleure idée possible, la meilleure équipe, faire un super projet, mais le marché n'est pas prêt à vous accueillir. Vous faites faillite. 2 ans plus tard, une autre startup mène le même projet avec une équipe différente pour le même produit et c'est OK, le marché est prêt. Il y a des facteurs qui ne sont pas en votre pouvoir. Il y a des facteurs que vous ne pourrez jamais être en maîtrise comme le temps ou comme le bénéficiaire qui va être le client. Il a ses propres besoins, il a ses propres réalités. C'est OK. Il faut voir ce qui est sous votre contrôle et il faut voir ce qui est sous le contrôle de vos collaborateurs et accepter que lorsque vous avez tout fait, si le collaborateur n'a pas fait 50% du chemin, mais du coup, on ne pourra pas avancer ensemble. C'est comme dans un couple. Premier exemple, je parlais de couple et de stratégie. Ma chérie, tu as tout dit tout à l'heure. Que messieurs, vous avez une stratégie pour aller atteindre madame. C'est exactement la même chose quand je suis un manager, que j'accompagne mes équipes, jusqu'où je peux les mener à leur niveau. Parce que moi, j'ai peut-être une vision et une ambition pour mon équipe qui est là. Mais mon équipe aujourd'hui, elle n'est pas prête à arriver là parce que c'est trop loin pour elle et parce qu'elle n'a pas la confiance. Donc, je l'amènerai à un point de plus et elle va être déjà super satisfaite d'avoir ce point de plus. Donc, c'est ça, être dans l'humilité, l'acceptation que tout n'est pas sous notre contrôle, sortir de l'illusion du contrôle pour se dire qu'on construit ensemble. Une entreprise se fait en équipe, jamais seule. Merci En beaucoup, tout cas, Nathalie. grand merci. J'ai tendance à vous parler dans ma langue, le Swahili. Aksanti sana. Très satisfait. Ah, bravo, quel beau témoignage. Celui-là, on va le garder. Je pense qu'on va communiquer avec ce témoignage, Marie-Claire, hein. Franchement, merci beaucoup, Pierrot, pour la question. Merci, Bertrand, pour le pouce. Bravo, Nathalie. Et cette histoire de time to market, là, Jocelyne, tu veux pas rajouter un petit truc sur cette histoire-là? On dirait il nous faut quelque chose de ta part, Jocelyne, s'il te plaît. Je vais donner une illustration. Comme j'aime le français facile. Pour rester exactement dans ce que Nathalie a dit. Imaginez, alors quand j'étais chez Orange, il y a beaucoup d'années, je me rappelle plus du tout, j'espère que je suis pas en entretien, on voulait sortir ce qu'on appelait Orange Money. Et Orange Money, enfin, tous les pays ont ça, paiement mobile sur téléphone. Et loin de nous l'idée, à ce moment-là, d'aller conquérir les villages, les zones excentrées. Est-ce que mamie n'a même pas le téléphone Android, mais vous voulez lui dire non, il faut payer par téléphone. Elle se bat déjà à décrocher le téléphone qui avait deux numéros là, deux claviers. Sur le clavier, il y a 2 trucs, décrocher, raccrocher. C'est ça. Mais c'est ça. C'est ça nos mamies avaient. On décroche où? Tu décroches, tu lui donnes. Elle répond. Et puis on raccroche où? Elle te redonne, tu raccroches. Mais aujourd'hui, nos mamies sont sur TikTok. Nos mamies sont sur TikTok, donc ça change complètement toute la configuration. Donc, tout ce qui était marché fintech, où on était un peu frileux d'aller en zone excentrée, on se concentrait sur Douala Yaoundé. Aujourd'hui, si on fait cette erreur, si la stratégie n'intègre pas dès le départ nos mamies, on paie une grande population qui est très, très connectée actuellement. Donc, ce que Nathalie a dit, je souriais seulement parce que c'est tellement vrai. À un moment X, le marché peut ne pas être prêt. Vous n'avez pas la bonne vision, vous n'avez pas la bonne stratégie. Vous prenez une claque monumentale. Et un petit gars là qui vient à peine de sortir de Polytech, quelques 2 ans après vous, hein,
dans petit, ne pensez pas à l'âge, il vient et il vous fracasse le marché avec un truc où vous avez échoué il y a même possiblement 1 an, 6 mois seulement. Juste le contexte a changé, le marché a changé, les habitudes de consommation ont changé, et enfin, changé. C'est ça le changement, hein, Nathalie? Merci. exactement ça. Franchement, là, franchement, Ah, je suis trop heureuse que vous ayez accepté de venir aux Comores. Franchement, c'est magnifique. Je suis trop contente d'avoir rencontré un jour Marie-Claire pour vous rencontrer, vous, et pour être là ce soir pour parler de tout ça. Et franchement, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent ou qui vont nous regarder sur l'enregistrement, venez, inscrivez-vous et venez apprendre, venez comprendre et vous allez voir que vous allez être en mode transformation. C'est ce qu'on a constaté sur les autres éditions, 1, 2, 3, 1, 2, 3, les retours qu'il y a eu, vous pouvez les voir sur notre site internet. Vous pouvez aller, on vous met le lien du coup dans le chat sur le site internet pour voir un petit peu dans le détail qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé et qui est du coup sur ce sommet. Et la date là sur le site internet n'est pas encore à jour, mais vous inquiétez pas, là on n'a pas que Yannick, hein, on a toute une équipe qui travaille. Là, heureusement que je suis là pour tout vérifier, Marie-Claire. Moi, quand je partage des informations, là, je vais quand même voir si c'est sûr que les informations sont bonnes. Donc, on a une équipe qui a travaillé très dur ces derniers jours pour pouvoir mettre à jour tous les documents, toutes les communications avec la nouvelle date, parce qu'on est dans cette conduite du changement. Et effectivement, la date n'a pas encore été mise à jour sur le site Internet, mais c'est en cours et ils ont tellement fait un bon travail, cette équipe de communication, qu'on ne va pas leur en vouloir pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup à tous. Moi, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer sur un petit tour de table avec le mot de la fin. Est-ce que Yves, Alain, est-ce que Saolitiana, est-ce que Bertrand, Songalo, est-ce que Raoul, on va pas te laisser poser une question. Est-ce que vous voulez poser une question avant qu'on fasse ce petit tour de table et qu'on se quitte? Ok, pas de questions. Marie-Claire, je te laisse conclure cette belle soirée. Alors, donc, pour achever notre petite conversation, bien évidemment, nous allons donner la parole à nos différents intervenants de la 3e journée du Sommet Manager en Mission, édition 4. Et dans le même ordre, nous allons commencer par Jocelyne. Jocelyne, est-ce qu'il y a une clé que tu aimerais partager avec ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui pour aligner marketing et vente afin de maximiser les résultats et nous donner ton mot de la fin? Alors, Marie-Claire, quand tu dis aligner, tu ne sais pas à quel point c'est pertinent. Il y a une guerre invisible entre le marketing et le commercial, OK? Entre le marketing et les ventes, il y a une guerre non déclarée, non officielle, OK? Chacun est convaincu d'être celui qui génère le chiffre d'affaires. Rapidement, je vous explique. En restant sur l'exemple du produit, vous avez une personne qui va s'assurer que pendant que vous passez en route, vous êtes attiré par ce que vous voyez, les affiches, pendant que vous êtes sur votre téléphone, vous avez des pop-up qui vous donnent des alertes de publicité et instinctivement, vous ne comprenez pas, il y a comme un aimant qui vous attire vers un produit, OK? Il vous attire juste vers un produit. Vous n'êtes pas encore passé à l'achat. Le marketing a fini en fait. Ils peuvent aller aux Bahamas en congé. C'est là où le commercial intervient. Sur 2 points. D'abord, la distribution. Il va chercher le produit à l'usine. Il suit le route to market. Ça s'appelle la route du marché, le route to market. Et il arrive de l'usine pour le point de vente où vous allez l'acheter. C'est la première partie du commercial. La deuxième, c'est qu'il va convaincre le propriétaire du point de vente que quand vous viendrez, vu que lui, le commercial, il ne sera plus là, il faut qu'il propose vos produits par les moyens de persuasion. Là, le commercial a fini. Quand je pose ce contexte, à quel moment l'un dépasse l'autre? Ah, à aucun moment.
L'un a besoin de l'autre en permanence. Mais ils sont toujours là à se faire la guerre. Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi, je dis c'est moi. Je dis c'est moi, c'est... Ah! Pour clore le sujet, prenez le marketing, les ventes, vous les mettez sous un même patron, pas le DG, le DCM, directeur commercial et marketing. Du coup, les deux répondent à la même personne qui va conduire tout le groupe afin de réaliser les objectifs de l'entreprise. Le schéma est clos. Il n'y a plus non, moi, mon budget le veux si, parce que je pense que... Non, il y a un fédérateur qui va s'assurer qu'il y ait une synchro entre les idées géniales mandélatiques, hein, à la Nelson Mandela du marketing, trop joli, trop... ils ont des PowerPoint à la mort mortuaire qui tuent, trop beau, trop synthétique. On va prendre leurs idées là et on va mettre ça de façon pragmatique en activité commerciale afin qu'au finish, l'argent rentre dans l'entreprise. Et quand l'argent rentre dans l'entreprise, on pourra redistribuer en payant les salaires de chacun et tout le monde sera content. C'est une astuce clé parce que dans les entreprises, vous avez trop souvent une direction marketing, une direction commerciale ou une direction distribution qui répondent tous les deux au DG. Non, mettez un fédérateur entre les deux qui va contrôler les divers plans d'action, s'assurer que les deux marchent ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez que mon mathématique a été redesigné pour bien montrer la pertinence du fait que le commercial devra inclure le marketing et les ventes en petit à côté de la distribution, tous les trois ensemble pour faire entrer le chiffre d'affaires et pouvoir payer les salaires de tout le monde, y compris les RH et la comptabilité. Merci. Merci beaucoup. Et donc, justement, en parlant de synchronisation qui va justement nous permettre de mettre tout en commun pour pouvoir atteindre notre objectif, on va se diriger vers Arthur. Est-ce que c'est possible pour toi de nous partager une clé concrète pour maximiser justement l'impact d'un projet? Passer après, passer à chaque fois après toutes ces personnes-là, c'est compliqué, hein. Tu as les épaules solides. Et mais c'est intéressant et merci vraiment pour toutes ces interventions, hein, parce que, et d'ailleurs, merci aussi pour l'intervention de Pierrot, parce que ça m'a fait penser à une chose, et je vais peut-être coller à ça. Enfin, ça me fait penser, moi, à mes enfants, hein, à mon fils. Pourquoi je dis ça? C'est que quand on est un parent, on veut le bien pour ses enfants. Et on sait qu'un enfant, en fait, c'est en fait quelqu'un qui passe par les changements tout le temps. On est d'accord? Donc, le parent, le meilleur parent, c'est le parent qui accompagne son enfant. OK? Et il doit l'accompagner. Il ne peut pas le piloter. Même si on essaye, nous, surtout dans la culture africaine, je sais qu'on essaye souvent de piloter nos enfants. Mais en fait, non, on doit l'accompagner. Dans les choix, il va forcément faire des choix qui ne sont pas en accord avec ce qu'on veut. Et si on fait cette analogie-là et on revient au projet, changement, et ce que même Jocelyne a dit, on se rend compte que la seule clé, la vraie seule clé, finalement, du projet, pour qu'il ait un impact, c'est-à-dire pour que l'enfant, lui, il puisse, moi je dis, atteindre son potentiel, potentiel maximum. Je pense qu'il va devenir avocat, mais en fait, non, peut-être qu'il va devenir footballeur, je ne sais pas. Mais si j'accompagne ce changement, à un moment, je vais comprendre que c'est le football son truc. Voilà. La vraie clé, c'est ce qu'on appelle la gestion des parties prenantes dans un projet. Jocelyne, quand elle te parle de sales, donc de la vente, du marketing, elle te parle du DG, elle te parle de trucs, c'est ce qu'on appelle des parties prenantes. Le client même que tu sers quand tu fais un projet, c'est une partie prenante. La seule clé pour maximiser l'impact, c'est de mettre en place une gestion des parties prenantes efficace où on comprend les enjeux de tous et on va devoir pas forcément faire ce qu'on veut faire en tête, c'est comme dans la conduite du changement, mais se dire quel est le meilleur chemin qui maximise les enjeux de mes parties prenantes. Mon enfant, moi, les profs, je ne sais pas qui, c'est la clé en fait. Et c'est ce qui est le plus oublié dans la gestion des projets parce qu'en fait, on pense à la technique, on pense à faire des plannings, on pense à faire des calculs, on pense à gestion des parties prenantes. Et on revient à l'humain et on revient au fait que chaque personne a son agenda.
ou même chaque personne vit les choses différemment. Gestion des parties prenantes, c'est la clé de tout. Et ça, dès le départ du projet, dès même la conception du projet, il faut avoir toutes les parties prenantes qui soient... En fait, il faut trouver le point commun, en tout cas le point qui va maximiser les enjeux de toutes les parties prenantes. Ok, ça fait sens. Et c'est tellement évident et simple qu'on se demande pourquoi on n'y pense pas souvent. Et du coup, on se tourne vers Nathalie pour finir, justement, qui nous parle de gestion de changement. Donc, Nathalie, peux-tu nous partager une approche de transformation réussie, en fait? Une approche. Alors, j'ai envie de donner la toute première astuce, l'astuce la plus simple. Elle n'est pas de moi, elle est évidente, mais c'était mon prof de gestion de projet à l'époque, Monsieur Patrice Cador. Parce que c'est un monsieur, c'est vraiment Cador, mais pour moi, c'est un cadeau qu'il nous a fait. Parce qu'il nous a fait prendre conscience que, à l'instar de la gestion, ce que la gestion de projet euh, est dans une conduite du changement, on va la trouver à l'échelle de la gestion du temps dans une organisation de travail. Quand je veux gérer mon temps, bah, du coup, je suis obligée de programmer un créneau spécial pour gérer mes activités et m'organiser. Mais l'astuce numéro 1 dans la transformation, c'est de considérer la transformation en elle-même comme un vrai sujet de l'entreprise. Et donc, avoir des sessions de travail dédiées à ce sujet de la transformation. Non pas sur la gestion des projets de cette transformation, mais cette transformation en général. Et d'avoir une équipe, justement, qui puisse être là, gardienne du bon déroulement, qui va pouvoir vérifier que cette transformation se passe au mieux, avec les objectifs qu'on s'est fixés, avec les indicateurs de performance aussi, et de vérifier que tout cela se passe bien, ce qui fait partie du tableau de bord du pilote. Donc c'est vraiment indispensable de ne pas déroger à cette règle, d'avoir ce temps dédié à la transformation. Dans les grosses structures, on a des départements dédiés à la transformation. Mais dans les PME, on n'a pas ce temps. Et on imagine qu'on va pouvoir gérer au fil des projets, en fait, la transformation. Alors qu'une transformation, c'est je suis une chenille, je deviens un papillon, et quand je suis un papillon, je ne fais plus machine arrière. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Vous avez déjà imaginé un papillon qui s'amuse à ramper parce qu'il dit ah non, moi j'aimais bien quand j'étais une chenille. Je préfère. Non, ils s'envolent et c'est OK. Donc du coup, les deux astuces, c'est effectivement avoir un temps dédié à la transformation pour vraiment accompagner cette transformation qui se fait sur des mois, des années. Il ne faut pas avoir peur de dire le mot année en transformation parce que c'est la vraie unité de temps. Et d'avoir ce recul sur l'appréhension de ce que va être demain une fois qu'on se sera transformé et d'être dans cette nouvelle naissance finalement. On renaît et on est différemment et on évolue différemment et on accepte que beaucoup de choses auront changé. Notre état d'esprit, peut-être le client, le produit, les compétences, des métiers auront évolué et c'est OK, c'est une renaissance. Merci beaucoup. Alors, si je résume, mettre la direction marketing et la direction vente dans une seule direction, faire de la gestion de parties prenantes et faire de la gestion de la transformation une priorité. Merci à vous trois pour ces clés que vous nous avez partagées aujourd'hui et surtout pour le temps que nous avons largement, très largement dépassé. Et j'espère justement que c'est quelque chose, on a dépassé parce que c'était très intéressant et que ça nous a permis de nous enrichir. Et ça, ce n'est qu'un avant-goût, des amuse-bouches. Parce que pendant le sommet, ce sera la totale. Et je suis très contente et j'anticipe déjà ce 24 février avec... je trépide. Donc, on se retrouve le 21 novembre pour notre 4e live qui portera sur faire preuve de leadership et développer des partenariats stratégiques
avec Frédéric William Kingé, Nyanya Konate et Maurice Notonji, le CM de LinkedIn. En rappel, le sommet manager en mission, édition 4, se tiendra du 24 au 28 février 2024. Donc, inscrivez-vous via le lien qu'on va vous qui en commentaire, qui est dans le chat. Et si vous êtes déjà, si vous décidez de participer à distance, eh bien, ce sera 50% jusqu'au 30 novembre. Donc, récupérez votre ticket. Après, ce ne sera plus à ce prix-là. Non. Donc, vous pouvez partager avec vos contacts, vos amis, vos familles, vos collègues, parce qu'on ne grandit pas seul, on grandit ensemble. Plus on est nombreux, mieux se porteront nos lieux de travail en termes de performance, mais également en termes de qualité de vie au travail. Merci à tous et à toutes pour votre participation active, très, très, très active, et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci, salut. Alors, Siti, c'est toi qui gères l'enregistrement là. Je t'ai donné la main.